Le public a le droit de savoir. Il a le droit de savoir quel était le positionnement politique des grands noms du cinéma français durant la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le fait de coller des étiquettes plus ou moins infamantes, selon les opinions de chacun, sur des personnages célèbres est un exercice un peu contestable. Il y a quelque chose de brutal, de violent, à pointer ainsi du doigt tel ou tel artiste. C'est pour cela qu'il est important de se rappeler ce qu'écrivait François Vineuil dans Je suis partout en 1944 sur le sujet. François Vineuil disait avec beaucoup de sagesse qu'il ne fallait pas trop prendre au sérieux l'engagement politique des artistes en général et des gens de cinéma en particulier. Oui, chez ces artistes, la recherche de la célébrité, de la reconnaissance officielle de leur talent, fait partie intégrante de leur personnalité extravertie, sans parler bien sûr de la question sentimentale, nos actrices étant de grandes amoureuses. Et puis, il y a la question de l'argent. Les stars de cinéma mènent grand train et résistent rarement à un gros cachet. Alors, qu'est-ce qu'un gros cachet? Eh bien, il faut le rapporter au salaire moyen du français. En 1943, le salaire est de 1000 à 2000 francs par mois, alors que les grosses vedettes, Rému, Darieux, Freinet, touchent des cachets de 1 million de francs environ pour 7 à 12 semaines de travail. Quant aux autres acteurs et actrices, leur cachet va varier en fonction du succès des différents films et il va monter ou descendre en fonction des résultats. Madeleine Renaud, par exemple, touche 300 000 francs dans Lumière d'été, mais elle touche 650 000 francs dans Le ciel est à vous. Georges Marchal touche 150 000 francs dans Vautrin, alors que Madeleine Sologne, dans ce même film, touche 450 000 francs. Quant à Jean Marais, il perçoit 200 000 francs pour L'Éternel retour, mais 400 000 pour Voyage sans espoir. D'ailleurs, on peut noter que la rémunération des acteurs avoisine et dépasse celle des réalisateurs, ce qui n'était pas le cas avant-guerre. Ainsi, Grémillon, le réalisateur, ne touche que 400 000 francs pour Lumière d'été. Dans le même ordre d'idée, le scénario de L'Éternel retour de Cocteau est payé 250 000 francs et le scénario de Mademoiselle X est payé 500 000 francs à Marcel Achard. Bon, maintenant que nous avons bien en tête la phrase de François Vineuil sur l'importance très relative qu'il faut accorder à l'engagement politique des gens de cinéma, on peut entrer dans le vif du sujet. De 40 à 1944, eh bien on est soit pétainiste, soit gaulliste, soit communiste, et il n'est pas rare de changer d'opinion en fonction de l'évolution de la situation militaire. Le premier parti de France, c'est le parti pétainiste, et qui a mis au pouvoir Pétain? Eh bien, les parlementaires de la Troisième République. Il faut remonter un petit peu en arrière. En effet, en 1936, les Français élisent une chambre des députés Front populaire. Cette chambre rose-rouge va élire 4 présidents du Conseil successifs, étant entendu que les communistes ne participent pas au gouvernement. Et c'est cette chambre de gauche, sans les communistes, qui va prendre l'initiative de déclencher la Seconde Guerre mondiale en déclarant en septembre 1939 avec la Grande-Bretagne la guerre à l'Allemagne pour une question qui ne concerne pas le peuple français, mais le sort des minorités allemandes en Pologne. Et c'est cette chambre de gauche, sans les communistes, qui sabordera sa République chérie et qui votera les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940 au casino de Vichy. Et en juillet 40, la grande majorité des Français est pétainiste en raison du dégoût que leur inspirent les politiciens corrompus de la Troisième République. D'ailleurs, ils vont vite être déçus car, en fait, Vichy n'est qu'une grande machine à recycler les politicards corrompus de la Troisième République. N'oublions pas que Laval était avant-guerre député-maire socialiste de la commune d'Aubervilliers.
Et puis, il y a les partisans du colonel de Gaulle, qui est un chef militaire médiocre, qui s'était rendu sans combattre en 1916 durant la Première Guerre mondiale, qui est un écrivain sans talent, qui a plagié, sans le comprendre d'ailleurs totalement, le général Guderian, dans son livre Vers une armée de métier, mais qui est un politicien retors, avec de très grandes ambitions. Il est entré en politique grâce au parrainage de Pétain, et de Gaulle, déçu de ne pas avoir un strapontin dans le premier gouvernement de Pétain, eh bien, choisit le camp de la dissidence, le camp de l'Angleterre, comme quoi vraiment les grands destins historiques tiennent à peu de choses. Et puis, il y a les communistes qui, durant toutes les années 30, se sont autoproclamés les champions de la lutte antifasciste et qui refuseront de se battre contre l'Allemagne, de la déclaration de guerre de septembre 1939 à l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, en raison du pacte germano-soviétique, et qui, de 1941 à 1943, du moins en France, se battront très mollement contre les troupes d'occupation allemandes. En effet, ce qui intéresse avant tout les communistes, c'est de se constituer un trésor de guerre en braquant des banques et en accumulant des armes parachutées par les Alliés. Le vrai sujet pour les communistes, c'est l'après-guerre, c'est de préparer la révolution communiste, et en effet, en 1944, ils vont se jeter à cœur joie dans la guerre civile. En effet, si l'on en croit le ministre socialiste de l'Intérieur Adrien Tixier, l'épuration fera en France de juin 1944 à février 1945 105 000 victimes, alors que les Allemands, durant les 4 années d'occupation, ont tué en tout et pour tout 77 000 francs-tireurs, partisans et résistants. Les différents partis en présence nous étant désormais connus, nous allons commencer notre galerie de portraits des gens de cinéma durant les années de guerre. Quelques mots sur le sympathique acteur de second plan Raymond Emos, qui fait partie de ces célèbres seconds rôles qui ont tant fait pour la gloire du cinéma français. Alors pendant les années de guerre, il continue à tourner, on le voit dans une douzaine de films, mais malheureusement, en août 1944, il connaîtra une fin tragique. En août 1944, les autorités allemandes organisent leur repli stratégique et décident de quitter Paris. À l'occasion de ce mouvement de retrait, les troupes allemandes se trouvent harcelées par les activistes de la dissidence au service des Anglo-Américains et un certain nombre d'affrontements ont lieu dans la capitale même. En août 1944, Raymond Emos se trouve près de la gare du Nord, à Paris donc, à l'angle du boulevard Magenta. Il est d'ailleurs pris en photo le jour même de sa mort, le 20 août 1944, avec un brassard FFI à son bras gauche. Il est à bord d'une traction avant Citroën avec 3 autres personnes lorsque son véhicule est mitraillé par les Allemands. Alors on ne sait pas exactement si la voiture a été interceptée par un convoi militaire allemand ou s'il s'agit d'une riposte des Allemands à une attaque délibérée de leur convoi par les occupants de la Citroën. Dans la confusion et la précipitation, les corps sont extraits du véhicule et transportés à la morgue de l'hôpital Saint-Louis sans que les familles en aient été informées. C'est ainsi que pendant plus d'une semaine, l'épouse d'Emos sera laissée sans aucune nouvelle et devra lancer un appel à témoins dans la presse pour pouvoir enfin localiser et récupérer le corps de son mari. Michel Alpha est une actrice qui a commencé sa carrière au début des années 30 et qui la finira au début des années 50, mais en réalité on peut dire que sa véritable carrière, elle l'a fait durant les années de guerre. Oui, elle tourne des films importants, alors en 1941 ça sera le dernier des 6, en 1943 Port d'attache, et surtout en cette même année 1943, elle tournera Le Comte de Monte Cristo, qui est une version très séduisante du roman d'Alexandre Dumas.
Alors comment expliquer cette carrière éclair qui va de 41 à 44? Eh bien tout d'abord en précisant que Michel Alpha était la maîtresse du neveu du ministre du Reich Goebbels, neveu qui n'était pas très politisé puisque lorsqu'il était à Berlin, il jouait dans un orchestre de jazz. On est donc loin de l'esthétique de l'Allemagne nouvelle. Quoi qu'il en soit, ce neveu de Goebbels sera envoyé sur le front russe en 1942 où il mourra. Michel Alpha sera ensuite, de 42 à 46, la maîtresse de Paul Meurice, qui lui aussi est un acteur typique des années d'occupation, puisque c'est à cette époque-là qu'il devient une grande vedette. Évidemment, en 1944, Michel Alpha sera inquiété par les gaullistes et les communistes, qui lui reprocheront tout d'abord d'avoir été la maîtresse du neveu de Goebbels, et d'autre part, qui trouveront fort suspecte sa carrière éclair de 41 à 44. Malgré tout, Michel Alpha sera blanchi par le comité d'épuration en raison d'actions de résistance qu'elle aurait menées lorsqu'elle était la maîtresse du neveu de Goebbels. Oui, mais le mal est fait. Après-guerre, elle ne tournera que 5 films médiocres. Elle incarne trop les années de guerre, les années d'occupation. Et, ma foi, elle finira dans la misère, recueillie par l'association caritative La Roue Tourne. Andrex est un artiste de music-hall, mais également un des plus sympathiques second rôles du cinéma français d'avant-guerre. Durant les années de guerre, il participera en compagnie de son grand ami Fernandel à 2 films produits par la Continentale, Le Club des Soupirants en 1941 et Simplet en 1942. Et puis, comme je le disais, il est avant tout un artiste de music-hall. Il participera à un certain nombre de galas, dont certains organisés par le Parti populaire français de Jacques Doriot, organisation collaborationniste, mais en 1944, il échappera aux foudres de l'épuration. Alors qu'en zone non occupée, le tournage des films reprend après l'armistice de juin 1940, il n'en est pas de même en zone occupée, où il faudra attendre juin 1941 pour que l'industrie du cinéma redémarre, et Arletty fait partie des premiers artistes à retrouver le chemin des studios. Elle fait donc son retour à l'écran avec le film Madame sans gêne en 1941, suivi des Visiteurs du soir en 1942, toujours en 1942 Boléro, ainsi que L'amant de Bornéo, et également La femme que j'ai le plus aimée. Et à partir de 1943 à 1944, elle consacrera tout son temps au tournage des Enfants du paradis. Durant toutes ces années, Arletty travaille donc beaucoup, et elle est également une figure du tout Paris, enfin du tout Paris de la collaboration. On la retrouve souvent chez Maxims, en compagnie de Rému, de Sacha Guitry, et en compagnie surtout d'un bel officier de la Luftwaffe, le lieutenant Söring, avec lequel elle va avoir une longue liaison qui durera jusqu'en 1949, mais durant ces années de guerre, eh bien, leur idylle démarre en septembre 1941 et est interrompue en mars 1943 par la mutation du lieutenant sur le front italien. Évidemment, cette histoire d'amour avec un officier de l'armée allemande lui vaudra de graves ennuis lorsque les communistes et les gaullistes prendront le pouvoir à la suite de l'invasion anglo-américaine de juin 1944, mais il n'y a pas que cette histoire d'amour qui est à charge dans le dossier de Arletty. Si les justiciers de 1944 vont s'acharner sur Arletty, c'est que, à leurs yeux, le cas de Arletty est plus grave, plus sérieux que celui de nombreuses autres actrices, artistes, qui ont eu des faiblesses pour de beaux officiers de l'armée allemande. En effet, Arletty n'est pas une artiste ordinaire, ça n'est pas une de ces nombreuses actrices un petit peu faux-folles, un petit peu superficielles. Arletty, c'est une artiste qui participe à la vie intellectuelle parisienne. Elle est l'amie de nombreux écrivains, nombreux auteurs, et en particulier, elle est l'amie de Louis-Ferdinand Céline.
Or, Louis-Ferdinand Céline est très engagé dans la collaboration avec l'Allemagne. On peut même dire qu'il l'a appelé de ses vœux avant même la déclaration de guerre, puisque dans Bagatelle pour un massacre, il appelait à l'union sacrée des nations continentales contre les puissances cosmopolites. Arletty est également l'ami de l'acteur Robert Le Vigan, célinien particulièrement exalté, qui anime une émission de radio à Radio Paris dans laquelle il tient des propos anti-gaullistes, anticommunistes et en appelle à la collaboration avec l'Allemagne. Oui, dans le cas de Arletty, il n'y a pas que son amour pour un officier de l'armée allemande qui est compromettant, il y a aussi toutes ses amitiés et ses fréquentations qui vont peser lourd dans la balance. Et la sanction sera sévère, alors même que Arletty ne s'est pas compromise avec l'occupant, puisqu'elle n'a pas tourné pour la société de production franco-allemande continentale, et elle a même œuvré avec Sacha Guitry en faveur de la libération de l'auteur juif Tristan Bernard. Arletty sera arrêtée puis assignée à résidence pendant près de 2 ans, période bien sûr pendant laquelle elle ne pourra pas travailler. Arletty ne retrouvera pas, malheureusement, la gloire qui était la sienne en 1944. Elle tournera en 1948 un très bon film, Portrait d'un assassin, mais qui ne parviendra pas à relancer réellement sa carrière. Fidèle à elle-même, Arletty renouera après-guerre la liaison avec l'officier de l'armée allemande qui avait été interrompu pour cause de défaite de cette même armée allemande. De même, Arletty restera fidèle en amitié à Louis-Ferdinand Céline et à Robert Le Vigan, qu'elle ira voir en Argentine pour essayer de le convaincre de revenir en France, mais malheureusement, elle n'arrivera pas à le décider à ce voyage de retour. Junie Astor est une actrice de second plan qui participera au fameux voyage de propagande en Allemagne en mars 1942, voyage durant lequel un certain nombre d'acteurs français, tels que Viviane Romance, René Dary, Suzy Delair, Daniel Darieux et Albert Préjean, iront rendre visite à leurs camarades allemands. Ce voyage lui vaudra d'être inquiété par les épurateurs en 1944. Alors, elle s'en sortira, si l'on peut dire, en chargeant beaucoup un certain nombre de ses camarades, ce qui n'est pas très élégant. Elle chargera notamment Suzy Delair et Albert Préjean, et Junie Astor ne sera sanctionnée que par un blâme. Jean-Pierre Salomon, alias Jean-Pierre Aumont, est le fils d'un riche homme d'affaires qui va donc faire une jolie carrière de jeune premier dans le cinéma français d'avant-guerre. Il faut dire qu'il a un physique avantageux, mais ça n'est pas un très bon acteur. Comme le dit François Vineuil, c'est avant tout un cabot de première catégorie. On le découvre en 1934 en maître nageur dans Lac aux Dames de Marc Allégret. Et puis après, on va également le voir dans un certain nombre de films célèbres. Drôle de drame en 1937, Hôtel du Nord en 1938. Certes, il joue mal, mais il a une allure juvénile et sympathique qui supplée à son manque de talent. Lorsque la guerre éclate, Jean-Pierre Salomon, bien que jeune, dynamique, sportif, ne va pas aller combattre les hordes nazies en première ligne. Non, ça n'est pas pour lui. Il trouve une planque au ministère de la Propagande, dirigé par l'écrivain Jean Giraudoux. Non, nous ne sommes pas dans un pamphlet de Céline. Nous sommes dans la vraie France de la drôle de guerre. Lorsqu'en mai-juin 1940, la Troisième République s'effondre, on retrouve Jean-Pierre Salomon à Vichy durant l'été 1940. Et comme le décrit Lucien Rebattet, alias François Vineuil, dans son livre Les Décombres, eh bien, Vichy, à l'été 40, c'est un mélange du tout Paris, du tout Deauville, du tout Cannes,
il y a une vie mondaine trépidante. Alors Jean-Pierre Salomon est en bonne compagnie, il est avec Jean Cocteau et d'autres, et à Roger Stéphane qui l'interroge en lui demandant quels sont ses projets, il répond « Vivre ». Vaste programme, mais après l'instauration des lois interdisant aux Juifs de travailler dans le cinéma français, Jean-Pierre Salomon quitte la France. Alors, la destination finale, c'est Hollywood, mais le voyage va être long. Alors, ça démarre par une escale à Lisbonne, où tout ce qui le frappe en réalité, eh bien, c'est l'abondance des biens matériels. Il raconte, ouvrez les guillemets, « Quand j'arrivais à Lisbonne, je n'en pouvais croire mes yeux, une telle abondance de voitures, de victuailles, de richesses, que c'était beau, une Cadillac, une Buick, une Lincoln. » Fermez les guillemets. Une fois arrivé à New York, Jean-Pierre Salomon reprend une vie mondaine trépidante. Il vit dans un duplex à Manhattan et il est de toutes les fêtes et la vie mondaine new-yorkaise, notamment grâce à l'appui, à l'intervention de Henry Bernstein. Puis Jean-Pierre Salomon part pour Los Angeles, où de même il va faire partie de toutes les fêtes de la capitale du cinéma à Hollywood. Mais cette vie de noces est-elle vraiment faite pour Jean-Pierre Salomon, qui s'interroge? Ouvrez les guillemets. Je ne pouvais plus supporter ce luxe étalé sans vergogne, cette nourriture trop abondante, ces femmes trop bien habillées. Je ne pouvais plus supporter de gagner trop d'argent à faire le joli cœur, alors que tant de mes amis, de mes camarades, de mes compatriotes étaient morts, prisonniers ou malheureux, fermez les guillemets. Et puis Jean-Pierre Salomon, brusquement, a la révélation, un soir, au cours d'une réception, ouvrez les guillemets, j'étais assis entre Gene Tierney et Lana Turner, le caviar succédait au foie gras, les violons jouaient des valses, l'atmosphère était au plaisir, au bien-être, à la romance. Soudain, un déclic se produisit en moi. Soudain, j'eus envie de vomir. Je me levai, et m'enfonçant les poings dans les dents, pour ne pas vomir, je me sauvai comme un voleur. Fermez les guillemets. C'est décidé, il va s'engager dans le mouvement dissident gaulliste. Alors tout d'abord en faisant des films de propagande comme Assignment in Brittany et The Cross of Lorraine en 1943, et puis à l'été 1943, lorsque la défaite de l'Allemagne semble réellement s'annoncer, eh bien il quitte Hollywood pour participer au combat contre l'Allemagne en déroute. Bien que Jean-Pierre Salomon soit jeune, dynamique, sportif, il n'ira pas se battre en première ligne. Non, il sera l'aide de camp du général, chef de la première division française. Et c'est à ce titre qu'il fera la campagne d'Italie et la campagne de France en 1944. Bien sûr, à la suite de cette aventure militaire, il sera décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. C'est le moins qu'on puisse lui décerner. Claude Autant-Lara aura un début de carrière difficile. Après une aventure américaine qui se passe mal, il aura notamment, et à juste titre, un jugement très sévère sur Charlie Chaplin, qui est en fait un vrai requin du business. Il revient en France et tourne un vrai premier film avec un vrai budget, Ciboulette en 1933, mais malheureusement c'est un échec. Il faudra après travailler comme nègre sur des films qui ne sont pas signés de lui. Ça sera le très bon L'affaire du courrier de Lyon, et puis également Fric-Frac. Il faudra attendre les années de guerre pour que le talent de Claude Autant-Lara soit reconnu à sa juste valeur. Alors, oui, Claude Autant-Lara, il fait partie des découvertes du cinéma des années de guerre, enfin découvertes pour le grand public, car, comme je le disais, il a quand même une certaine carrière derrière lui. On va le découvrir donc avec le mariage de Chiffon en 1941, et puis avec Douce en 1943, qui sont deux gros succès.
Pendant la guerre, Claude Autant-Lara n'est pas dans le camp de la collaboration, puisqu'il est communiste, mais il profite d'une manière indirecte du renouveau du cinéma français, et son antisémitisme lui fait parfois avoir une certaine sympathie pour les thèses de la collaboration. C'est ainsi qu'après-guerre, il confiera à l'historien du cinéma Jean-Pierre Bertin Magui, ouvrez les guillemets, pendant l'occupation, nous avons été débarrassés d'un certain nombre de parasites. C'est à cette époque que le cinéma a pu s'épanouir, fermez les guillemets. C'est avec Le mariage de Chiffon et surtout avec Douce que Claude Autant-Lara va acquérir une réputation de cinéaste dérangeant et très engagé pour la cause socialiste. Mais lorsqu'on compare ces deux films à certains films de la Continentale, la société de production franco-allemande, on se rend compte qu'ils sont quand même nettement moins radicaux. Oui, nettement moins radicaux que par exemple Val d'Enfer et La vie de plaisir, mais il est vrai que s'agissant de ces films, il s'agit d'un socialisme qui est national. À la Libération, Claude Autant-Lara ne sera pas inquiété en sa qualité de communiste. D'ailleurs, après-guerre, il occupera de grandes responsabilités au sein de la CGT de 48 à 63, mais c'est vrai que c'est un communiste un petit peu particulier. C'est un socialiste un petit peu national. D'ailleurs, à partir des années 80, il va se rapprocher du Front National de Jean-Marie Le Pen, et en 1989, il est élu aux élections européennes sur la liste Front National. En sa qualité de doyen d'âge, il présidera la session inaugurale du Parlement en 1989 et il va se faire remarquer en fustigeant l'impérialisme culturel américain et en rappelant que ce n'est que durant les années de 41 à 44 qu'en réalité le cinéma a été libre, indépendant et véritablement européen. À la fin des années 30, les vampes du cinéma français ont pour nom Viviane Romance, Ginette Leclerc et Mireille Balin. Mireille Balin a connu la gloire à la suite d'une série de films à grand succès, Pépé le Moko en 1936, Gueule d'amour en 1937, Naples au baiser de feu en 1937. Et c'est d'ailleurs à l'occasion du tournage de Naples au baiser de feu qu'elle entame une liaison très mouvementée avec Tino Rossi. Oui, Mireille Balin est une tigresse, très jalouse, et Tino est un homme à femme. Au début de l'année 1940, Mireille Balin tourne en Italie Les Cadets de l'Alcazar, un film à grand spectacle d'Augusto Genina, film tout à la gloire de la résistance héroïque des troupes franquistes durant la terrible guerre civile espagnole. Dans ce film très réussi, Mireille Balin interprète une jeune bourgeoise un peu frivole, un peu superficielle, mais qui, à la suite des crimes commis par les communistes, va servir avec passion la cause des nationalistes espagnols. Mireille Balin revient ensuite en France où elle va tourner une demi-douzaine de films entre 1941 et 1942. 1941, c'est également l'année de sa rupture avec Tino Rossi, où leur liaison qui durait depuis 1937 était très tumultueuse, comme je l'ai dit, Mireille Balin étant très jalouse et Tino Rossi fort peu fidèle. À la suite de cette liaison un peu tapageuse, Mireille Balin va tomber amoureuse d'un bel officier de l'armée allemande et elle va donc commencer une nouvelle histoire d'amour avec lui de novembre 42 à septembre 44. Alors en réalité, les deux amants sont fort discrets puisque ils vivent à Cannes et sortent peu de la villa de Mireille Balin. Durant l'été 1944, l'amant de Mireille Balin déserte l'armée allemande et le couple souhaite se réfugier à Monaco pour attendre la fin des hostilités. Mais c'était sans compter la justice expéditive des résistants gaullistes et communistes. C'est ainsi que le 14 septembre 1944, une douzaine de FFI vont arrêter Mireille Balin et son amant allemand. Alors ils commenceront bien sûr par les dépouiller de leurs objets de valeur, puis ils les tortureront
et les 12 résistants violeront ensuite à tour de rôle Mireille Balin sous les yeux de son amant allemand, impuissant à la défendre. Mireille Balin sera ensuite incarcérée à Fresnes jusqu'au 23 décembre 1944. Alors, sous quel chef d'inculpation? Alors, on lui reproche le tournage du film Les Cadets de l'Alcazar, donc à la gloire des faits d'armes des troupes nationalistes espagnoles, et puis évidemment on lui reproche cette liaison amoureuse avec un officier de l'armée allemande. Mireille Balin sort très affectée physiquement et moralement de son incarcération qui a été très dure. Elle renoue ensuite sa liaison avec son amant allemand jusqu'à leur séparation en 1947. Et les années d'après-guerre vont être une longue descente aux enfers pour Mireille Balin. Le fisc commence par lui saisir sa villa à Cannes, son appartement à Paris. Elle sombre dans la misère et dans l'alcoolisme et la drogue. Dans le plus complet dénuement, elle sera recueillie ensuite par l'association caritative au service des gens du spectacle La Roue Tourne, créée par Paul Azaïs, et elle mourra en 1968 à l'âge de 59 ans. Elle est enterrée dans un caveau de l'association pour lui éviter la fosse commune. Aucune personnalité du cinéma français, à l'exception de Jean Delannoy, n'assistera à l'enterrement de la grande actrice. En 1973, Mireille Balin partagera son caveau avec l'acteur Jean Tissier, également mort dans le plus complet dénuement. Dans les années 30, Harry Bor est une valeur sûre du cinéma français. On le distribue dans les rôles qui seront ceux de Jean Gabin dans les années 50, c'est-à-dire des rôles de notables, de personnages importants, de meneurs d'hommes. Et puis Harry Bor, il a un physique, c'est un costaud, il a un certain charisme. C'est une des plus grandes vedettes du cinéma français. Par ailleurs, dans les années 30, il interprète souvent des personnages juifs ou bien il joue dans des films où il est question de juifs. C'est ainsi qu'en 1931, il tourne David Golder, en 1931 toujours Le Juif polonais, en 1932 Rothschild, en 1935 Golgotha, en 1935 toujours Le Golem, en 1937 Sarati, dont le vrai titre pourrait être Sarfati, et en 1940, il interprète le Levantin Volpone. Harry Bor lui-même s'amuse de cet abonnement à des rôles de juifs. Il a la coutume de dire que dans le cinéma français, lorsqu'il y a un rôle de juif important à interpréter, on a recours à lui. Dans les années 30, Harry Bor prétend être alsacien, il prétend être chrétien, mais c'est vrai que des rumeurs circulent quant à ses origines et quant à une éventuelle ascendance juive, mais cela en reste là. Quoi qu'il en soit, en octobre 1940, lorsque sera institué le statut des Juifs, c'est-à-dire la définition légale de ce qu'est un Juif pour le régime de Vichy, ce statut ne concernera pas Harry Bor, il ne sera pas inquiété à ce titre. De même qu'Harry Bor ne se cache pas, il ne cherche pas à éviter les autorités allemandes. À Paris, il participe à de nombreux galas et festivités organisés par Alfred Greven, le directeur de la société de production franco-allemande Continental, et il va même jusqu'à signer un contrat avec cette compagnie pour tourner le film L'assassinat du Père Noël en 1941. Bien plus, comme Harry Bor parle allemand, il est invité à tourner en Allemagne un film en allemand, et ça sera le film La Symphonie d'une vie, et on peut noter que c'est le seul acteur français à avoir tourné ainsi un film en Allemagne durant la guerre. Ces constatations étant faites, on peut expliquer l'engagement assez poussé de Harry Bor dans la collaboration de deux manières. Alors, première hypothèse, Harry Bor
est effectivement arien, il n'est pas juif, et souhaitant conserver son statut de grande star internationale, eh bien, il s'engage par calcul ou bien par conviction de son plein gré dans la voie de la collaboration. Deuxième hypothèse, Harry Bohr n'est pas arien, il est juif, et il est entraîné dans une sorte d'engrenage de surenchère à se jeter dans la gueule du loup. Et d'ailleurs, il y a chez Harry Bohr un comportement assez provoquant et dangereux, puisque une fois en Allemagne, lorsqu'il tourne la symphonie d'une vie, on lui propose un brevet qui lui offre un statut de citoyen d'honneur du peuple allemand, et très curieusement, Harry Bohr déclinera cette offre amicale. Quoi qu'il en soit, cette collaboration plus ou moins sincère de Harry Bohr avec les autorités allemandes va susciter de vives réactions d'hostilité de la part des authentiques partisans d'une politique de collaboration avec l'Allemagne et qu'on appelle les collaborationnistes. C'est ainsi que Alain Lobreau, le très talentueux critique théâtral de l'hebdomadaire Je suis partout, rédigera une série d'articles à partir d'octobre 1942, très critiques et très hostiles envers Harry Bohr. Alain Lobreau, avec l'humour caustique qui le caractérisait, se moque de Harry Bohr et de son engouement subi pour l'Allemagne nazie. De même, Alain Lobreau s'en prend au fils de Harry Bohr en rappelant que celui-ci avait, au moment de la débâcle de mai 1940, usurpé le grade d'aspirant pour voler une voiture automobile afin de s'enfuir plus rapidement. Dans le même temps, les autorités allemandes à Paris se réveillent tardivement et ont un doute sur la réalité de l'arianité de Harry Bohr. L'acteur est arrêté et interrogé par la police allemande qui a très vite la conviction que Harry Bohr est juif et a donc mystifié et a abusé les autorités allemandes avec un culot extraordinaire, ce qu'on appelle d'ailleurs chez les juifs la Schutzpah. Les Allemands sont furieux d'avoir été abusés par Harry Bohr. Les interrogatoires sont durs, la détention est difficile. Par ailleurs, Harry Bohr a plus de 62 ans et il a une santé fragile. Lorsque les Allemands le libèrent, il est quasi agonisant et mourra quelque temps après chez lui, le 8 avril 1943. Bien que son décès ne soit pas annoncé dans la grande presse, il est cependant connu du petit monde du cinéma, et pourtant il n'y aura personne, ou quasiment personne, à son enterrement. En effet, pour les partisans de la collaboration avec l'Allemagne, Harry Bohr est un juif qui, par calcul, par ambition, a essayé de tromper les Allemands, et pour les gaullistes et les communistes, Harry Bohr, eh bien, c'est un traître qui a poussé très loin la collaboration avec l'Allemagne. Aujourd'hui encore, la fin tragique de Harry Bohr demeure mystérieuse car on ne sait pas réellement s'il était juif ou pas. En tout cas, son histoire inspirera le réalisateur Joseph Losey lorsqu'il tournera le film Monsieur Klein en 1976 avec Alain Delon. Jules Berry est un des acteurs les plus attachants du cinéma français d'avant-guerre grâce à des films comme Baccarat en 1935, Le Mort en fuite en 1936, Café de Paris en 1938 et L'héritier des Monts Désirs en 1939. De 1940 à 1944, Jules Berry va tourner dans de très grands films qui vont faire beaucoup pour sa légende. En 1942, Les Visiteurs du Soir, en 1943, Le Voyageur de la Toussaint, et en 1943 également, Marie-Martine. Pour le reste, eh bien, Jules Berry se tient à l'écart de tout engagement politique. Il faut dire que sa seule véritable passion, c'est le jeu. Alors, les courses hippiques, les jeux de casino. Alors évidemment, en cherchant bien, on peut signaler sa participation à un film pétainiste en 1941,
après l'orage, mais enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, d'une manière plus pertinente, on peut signaler quand même que Jules Berry est propriétaire avec sa femme Jocelyne Gaël d'un cabaret à Paris qui s'appelle Le Perroquet. Et à titre de propriétaire de cabaret, eh bien, Jules Berry, évidemment, travaille beaucoup avec les forces allemandes d'occupation. Mais ces relations commerciales ne permettent pas de classer Jules Berry parmi les collaborateurs, non. Les vrais problèmes de Jules Berry vont venir de son épouse, la délicieuse Jocelyne Gaël, une des plus belles femmes du cinéma français d'avant-guerre, et qui est sa cadette de 34 ans, oui. Quand il l'épouse en 1934, elle a 17 ans, et lui, il en a 51. Alors en 1939, ils vont avoir une fille. Comme je le disais, ils sont copropriétaires de ce cabaret à Paris, Le Perroquet, mais à cette époque, Jocelyne Gaël, en réalité, est séparée de son époux et vit avec un homme de main, un homme d'action de la collaboration. Oui, décidément, elles sont nombreuses, ces actrices françaises, qui ont le coup de foudre pour les beaux officiers allemands ou les mauvais garçons de la collaboration. Après Arletty, après Mireille Balin, après Ginette Leclerc, eh bien, il y a également Jocelyne Gaël. Toutes ces actrices vont payer très cher leur béguin, et en 1944, Jocelyne Gaël est donc arrêtée par les justiciers de l'épuration communiste et gaulliste, et au moment de son procès, elle bénéficie du témoignage de son époux, de son mari Jules Berry, vraiment qui est un grand seigneur, et qui la défend bec et ongles pour lui éviter le pire. Alors elle s'en sortira, mais son amant, qui travaillait pour les autorités allemandes, sera fusillé en 1946. Dans les années 30, Pierre Blanchard fait partie des plus grandes vedettes du cinéma français. Il a tourné dans de nombreux films à succès, dont Les Croix de Bois en 1932, Crime et Châtiment en 1935, L'affaire du Courrier de Lyon en 1937 et L'étrange Monsieur Victor en 1938, film produit et tourné en Allemagne. De 1941 à 1944, Pierre Blanchard va tourner 5 films, dont en 1942, Pontcarral, colonel d'Empire de Delannoy. Or, une légende va naître à propos de ce film. Pontcarral serait un film de la Résistance, Pontcarral serait un film anti-allemand. Et comme Pierre Blanchard est un personnage assez exalté et qui ne fait pas bien la distinction entre la fiction et la réalité, eh bien, il va vite se prendre pour un authentique héros de la Résistance. C'est ainsi que Pierre Blanchard, qui croit sincèrement jouer un grand rôle de héros dans la vraie vie, écrit des articles enflammés et très violents dans le journal L'Écran français, qui est l'organe clandestin du Comité de libération du cinéma français. Pierre Blanchard est convaincu que sa participation au film Pontcarral lui donne la légitimité requise pour juger du degré de collaboration des autres acteurs du cinéma français. D'ailleurs, en 1944, il se révélera être un implacable procureur. Mais pour en revenir au film Pontcarral de 1942, il faut quand même dégonfler un petit peu la légende qui entoure ce film. Certes, c'est un bon film avec de nombreuses allusions patriotiques fort bienvenues, mais contrairement à ce que proclame Pierre Blanchard, ce film n'est pas un film de la Résistance, bien au contraire pourrait-on dire, car à l'origine c'est un film pétainiste, en ce sens qu'il est voulu par le gouvernement de Vichy et il est en partie financé par le ministère de l'Information. D'ailleurs, il sera diffusé dans les écoles comme leçon de patriotisme et il sera même diffusé dans les ambassades de France à l'étranger et à ce titre il devra obtenir le visa de sortie des autorités allemandes, ce qui ne posera absolument aucun problème. De même, toute la presse collaborationniste
accueille très favorablement le film Poncaral, colonel d'Empire. Il n'y a d'ailleurs qu'à se rapporter à la très bonne critique de François Vineuil, paru le 18 décembre 1942 dans Je suis partout. Ce n'est pas un film de la Résistance, c'est juste un bon film patriotique, mais comme Pierre Blanchard est un personnage très exalté, comme je le disais, il est vrai que c'est un bon acteur, eh bien il va réussir à gonfler l'importance du film et à gonfler également l'importance de son rôle personnel dans le film. Quoi qu'il en soit, Pierre Blanchard devient une figure de la résistance gaulliste dans le cinéma et il participera en 1944 au célèbre documentaire sur la libération de Paris, dont il déclame le texte d'une voix enthousiaste. Il assurera en outre la promotion de ce film à l'étranger. Gaulliste zélé, Pierre Blanchard deviendra en septembre 1944 le président du comité de libération du cinéma français et à ce titre participera à l'épuration. De même, en sa qualité de gaulliste de choc, il participera en 1947 au film à succès Le Bataillon du Ciel, où il interprète un chef parachutiste gaulliste plus vrai que nature. Charles Boyer est une des rares stars internationales du cinéma français, puisqu'il fera une grande partie de sa carrière aux États-Unis, mais on le connaît en France surtout pour des films comme Le Bonheur en 1934, Mayerling en 1936, et puis aux États-Unis avant-guerre avec Casbah en 1938, qui est en fait un remake de Pépé le Moko. Il partage sa vie entre les États-Unis et la France, mais si l'on en croit une interview de son épouse, il n'est pas vraiment pressé de retourner en France car il sent la guerre venir et n'est pas pressé de se faire mobiliser. C'est ainsi que Marc Allégret a les plus grandes difficultés à le faire venir en France durant l'été 1939 pour tourner Le Corsaire. Charles Boyer accepte finalement, mais le film va être interrompu et inachevé en raison de la déclaration de guerre. Charles Boyer est fort mécontent, et oui, il est pris au piège, il est bloqué en France, alors il va être mobilisé comme artilleur près d'Agen, mais en fait il va s'occuper fort peu de canons puisqu'il est affecté en réalité à la surveillance des conversations téléphoniques. Charles Boyer fait des pieds et des mains pour s'échapper de ce poste et il arrive à ses fins. On va le nommer à une vague mission de propagande aux États-Unis en faveur de l'effort de guerre français. Heureuse initiative de sa part car lorsque la France s'effondre en mai-juin 1940, Charles Boyer est en sécurité aux États-Unis. Il va continuer sa carrière comme si de rien n'était et va même adopter la nationalité américaine en 1942. Oui, malgré des rôles d'homme viril, courageux et déterminé, Charles Boyer est en fait surtout préoccupé de sa propre sécurité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Jean Gabin ira en exil aux États-Unis et donc fréquentera la petite communauté française de Hollywood, Jean Gabin snobera ostensiblement Charles Boyer, qu'il le considère en réalité comme un planqué. Charles Boyer se trouve d'ailleurs si bien aux États-Unis qu'après-guerre, il y fera la plus grande partie de sa carrière. Avant-guerre, Marcel Carné est le principal représentant de ce qu'on a appelé le réalisme poétique, avec des films comme Génie en 1936, Quai des Brumes et Hôtel du Nord en 1938, Le Jour se lève en 1939. Oui, le réalisme poétique qui n'est en réalité rien d'autre que du naturalisme à la Zola, revu et corrigé par un esprit front popu. François Vineuil qualifiant ce type de film enjuivé. À la déclaration de guerre, Marcel Carné ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur. On aurait pu croire en sa qualité de grand réalisateur qu'il soit versé
au service cinématographique des armées. Il n'en sera rien, il est muté au 606e régiment de pionniers en Lorraine et il manie la pelle et la pioche. Ce petit scandale est dû au fait que le chef du service cinématographique des armées détestait Marcel Carné. En effet, lorsqu'on lui avait soumis le scénario de ce qui devait devenir le Quai des Brumes, il avait fait des remarques idiotes sur le fait que le mot déserteur ne devait pas être prononcé durant le film et que, d'autre part, lorsque ce déserteur voulait se débarrasser de ses effets militaires, il ne devait pas les rouler en boule, mais plier avec application son uniforme. Alors évidemment, Marcel Carné et Prévert s'étaient moqués de ces réflexions stupides et donc eh bien, le chef du service cinématographique des armées, lorsqu'il en a eu l'occasion, a renvoyé l'ascenseur à Marcel Carné en refusant qu'il travaille au service cinématographique des armées, et le voilà donc en Lorraine à casser des cailloux. Après la défaite des armées françaises et l'armistice, Marcel Carné revient à Paris et signe un contrat avec la société franco-allemande Continental pour réaliser le film Les Évadés de l'an 4000 avec Daniel Darieux. Mais finalement, le projet ne verra pas le jour car Daniel Darieux ne veut pas de lui comme réalisateur. Quoi qu'il en soit, Marcel Carné reste un artiste continental. À ce titre, il participe à des galas, par exemple, organisés en l'honneur de vedettes du cinéma allemand. Et bien sûr, son travail principal durant les années de guerre, c'est de réaliser deux chefs-d'œuvre qui sont à la fois des films historiques et des contes philosophiques. D'une part, Les Visiteurs du soir et ensuite Les Enfants du paradis. Ces deux films n'ont rien à voir avec son travail d'avant-guerre. Marcel Carné a mis entre parenthèses son mauvais goût front popu. Et avec ces deux films, on est vraiment dans des œuvres classiques du bon goût français, avec une esthétique très travaillée, une harmonie dans le style, un classicisme tout à fait français, ce qui fera dire d'ailleurs à François Vineuil que le Marcel Carné enjuivé a disparu et qu'il est devenu un authentique artiste français. En 1944, lorsque les communistes et les gaullistes prendront le pouvoir à la suite de l'invasion anglo-américaine, le comité d'épuration sanctionnera Marcel Carné d'un blâme en raison eh bien, de son contrat avec la Continentale pour le film Les Évadés de l'an 4000, même si ce film n'a pas vu le jour. Marcel Carné n'est donc pas inquiété outre mesure et reprend aussitôt ses activités de réalisateur, mais il va retomber dans ses travers d'avant-guerre, il va reprendre ses mauvaises habitudes, il va retomber dans son mauvais goût du réalisme poétique, en signant en 1946 Les Portes de la Nuit, un film très médiocre. On y retrouve tous les poncifs du réalisme poétique pour midinette, c'est encore une histoire de prolo neurasthénique et c'est encore un film de propagande communiste. Malheureusement, ces films suivants ne vaudront guère mieux et Marcel Carné ne connaîtra plus la gloire qui avait été la sienne lorsqu'il avait réalisé Les Visiteurs du soir et Les Enfants du paradis. Martine Carole est une des découvertes du cinéma français des années d'occupation. Elle va débuter sa carrière cinématographique en tournant pour la société de production franco-allemande Continental dans deux films où elle fait de la figuration, Les Inconnus dans la maison en 1942 et Le Dernier des Six toujours en 1942. Notons que Martine Carole ne se contente pas de faire de la figuration pour la Continentale, elle participe également au tournage d'un court-métrage politique qui s'appelle Les Corrupteurs et qui dénonce avec force les ennemis de la race aryenne. Ce court-métrage sera d'ailleurs diffusé en première partie à Paris du film Les Inconnus dans la maison, dans lequel Martine Carole a une petite apparition. Oui, Les Inconnus dans la maison, qui est lui-même un film assez politique et qui dénonce les mêmes ennemis de la race aryenne
auquel fait allusion le court-métrage Les Corrupteurs. Martine Carol, qui est donc une starlette continentale, doit tourner en 1943 un film de Henri-Georges Clouzot qui s'appelle La Chatte, où elle aura un premier rôle, mais malheureusement, ce projet est avorté. En réalité, son premier grand rôle au cinéma, elle l'obtiendra en tournant en 1943 dans le film La ferme aux loups. En 1944, Martine Carol n'est pas inquiétée par les épurateurs pour sa participation à des films de la Continentale et pour sa participation au film de propagande Les Corrupteurs. Il faut dire qu'elle est encore une actrice débutante et elle n'est pas à proprement parler compromise. Elle pourra donc poursuivre sa carrière dans l'après-guerre avec le succès que l'on sait, puisqu'elle deviendra très vite le sex-symbole du cinéma français, avant d'être supplantée à partir de 1956 par Brigitte Bardot. Maurice Chevalier, après la défaite française de mai-juin 1940, reste en France et va continuer son activité de grande star du music-hall. Alors il donne des galas, il donne des représentations, il participe à des émissions de Radio Paris et il prend également l'initiative de faire une tournée musicale en Allemagne dans le Stalag où il avait été lui-même prisonnier durant la Première Guerre mondiale, gala au bénéfice bien sûr des prisonniers français dont un certain nombre seront libérés grâce à son intervention. Toutes ces activités semblent bien inoffensives. Maurice Chevalier en réalité ne fait que continuer son métier de gloire du music-hall, mais il va avoir une réputation de collaborateur, et notamment en raison de la dénonciation calomnieuse que fait le juif Pierre Dac à l'antenne de Radio Londres, où il désigne à la vindicte populaire Maurice Chevalier en l'inscrivant sur une liste des futures personnalités à liquider une fois la libération et la démocratie revenues en France. Cette campagne hostile à Maurice Chevalier prend une certaine ampleur puisque le journal américain Life va le cataloguer parmi les amis de l'Allemagne, et donc sous-entendu les ennemis des Anglo-Américains. Et c'est ainsi que Maurice Chevalier, lorsque ces mêmes Anglo-Américains envahissent la France en juin 1944, est contraint de se cacher. Malheureusement, il est vite repris, il est capturé par les justiciers de l'épuration, interrogé par un juif particulièrement vindicatif, un dénommé Urbanovitch, qui veut absolument le fusiller. On se demande pourquoi, mais enfin, c'est une idée fixe, il veut le fusiller. Maurice Chevalier évitera cependant de justesse le peloton d'exécution. Oui, Maurice Chevalier évite le pire grâce à l'intervention du poète Aragon et donc du Parti communiste. Maurice Chevalier donc se place sous la protection du Parti communiste, et il va avoir une épuration douce qui lui permettra donc de reprendre sa carrière sans difficulté. Il y aura quand même une petite conséquence à cette protection communiste, c'est que lorsque Maurice Chevalier voudra retourner aux États-Unis en 1947 pour entamer d'ailleurs une tournée triomphale, eh bien, il y aura des problèmes avec le FBI, car comme il est fiché comme sympathisant communiste, l'entrée du territoire américain lui est tout d'abord interdite avant que finalement on l'autorise à reprendre ses activités américaines. René Clair, l'immortel réalisateur de Sous les toits de Paris en 1930 et À nous la liberté en 1931, avait été contraint par la suite à travailler en Angleterre. En 1938, il revient en France et entame en juillet 1939 le tournage d'un film qui s'appelle Air pur. Mais évidemment, juillet 1939 n'est pas le bon moment pour commencer un film.
Le tournage est interrompu par la déclaration de guerre de septembre 1939 et le film restera inachevé. Par la suite, René Clair va être contraint au chômage forcé, car en juin 1940, il est interdit de travail dans la mesure où son épouse, l'actrice Bronja Perlmutter, est juive. René Clair quitte la France pour gagner les États-Unis. En représailles, devant cette désertion, le gouvernement de Vichy le déchoit de sa nationalité française avant de se raviser quelque temps après. Il faut dire en effet que grâce à l'intervention de Henri Chaumette, également réalisateur, et de l'intervention d'une partie de la presse, dont François Vineuil. François Vineuil qui était un camarade d'Henri Chaumette et qui était aussi en bonne relation avec René Clair, René Chaumette, eh bien, grâce donc aux actions de ses amis, il retrouve sa nationalité française. Toutefois, il continue, bien sûr, son séjour aux États-Unis, séjour durant lequel il connaîtra un grand succès avec 2 films, Ma femme est une sorcière en 1942 et C'est arrivé demain en 1944. René Clair revient en France en 1946 et enchaîne tout de suite 2 très bons films. Ça sera Le silence est d'or en 1947 et La beauté du diable en 1949.